Bonjour Thierry. Bonjour. Alors j'avais souhaité te poser des questions un petit peu plus complètes sur ton concept, enfin tu vas nous dire si c'est le tien ou un concept flottant, mais ouais, de l'éco-socialisme autogestionnaire. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le contenu et un petit peu mieux comprendre quels sont les points principaux de l'éco-socialisme autogestionnaire, et j'aimerais savoir deux choses, voire trois choses, enfin on va commencer par deux choses. Quelle est l'origine de ce concept, de ce mot, et puis qui le prône, pour commencer. Alors en fait, l'écosocialisme autogestionnaire, c'est une sorte de combinaison entre deux principes, deux courants politiques quand même relativement proches, qui sont l'écosocialisme et l'autogestion. L'autogestion, ça date des années 70. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin bon, ça s'inspire en particulier des courants libertaires, de Proudhon, mais enfin ça a été... tout le monde dans les années 70 a utilisé ces concepts-là jusqu'à la CFDT et le PSU. L'idée générale, c'était donc il y a l'autogestion politique, et ce qui est aussi peut-être encore plus intéressant, c'est l'autogestion économique. C'est l'idée que c'est qu'on soit tous égaux en termes de pouvoir, donc c'est supposé être tous égaux en termes de propriété, et l'organisation la plus adaptée à ça, c'est la coopérative. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aurait que des coopératives, mais ça veut dire qu'il y aurait une majorité des coopératives, où on est tous propriétaires à égalité, donc avec la même puissance de décision, même pouvoir de décision. Ça c'est pour l'autogestion. Et ensuite pour l'écosocialisme, en fait, l'écosocialisme, c'est à la fois un courant qui regroupe alors là, une multitude de courants aussi, bon d'ailleurs dans l'autogestion on peut trouver des sous-courants aussi, et qui essaie d'intégrer l'écologie au socialisme, au courant socialiste. Alors en fait, paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent d'écosocialisme qui seraient plutôt écocommunisme, hein, en particulier en France et autres. Mais donc il y a plusieurs courants aussi dans l'écosocialisme. C'est pour ça que moi l'idée, en parlant d'écosocialisme autogestionnaire, c'est pour essayer de montrer un courant qui serait plus socialiste que communiste, voilà, et puis aussi qui intègre justement à la fois des coopératives dans un marché planifié, donc pas que le marché ni que la planification. Enfin ça c'est pour entrer dans les détails, mais enfin juste pour répondre à ta question, j'étais long, effectivement, c'était l'écosocialisme, c'est la synthèse de l'écologie et du socialisme. Alors le socialisme, pour rentrer à nouveau dans les détails, donc savoir qu'est-ce que ça signifie. Et puis l'autogestion. Oui. Voilà. Lorsque tu parles d'éco-socialisme autogestionnaire, est-ce que c'est une analyse du sociologue Thierry Brugrin, oui, ou est-ce que c'est une idéologie qu'a envie de porter Thierry Brugrin en tant que citoyen? En fait, on pourrait dire que c'est un peu double, parce que il y a une partie, on va dire qu'il y a même, il y a une partie, c'est un constat des différents courants politiques qui ont existé, qui s'appellent l'écosocialisme, qui existent déjà. Après, ils ont plus ou moins été mis en pratique dans le temps. Mais après, les combinaisons que je fais, il y a une partie qui relève cette fois-ci une approche normative où c'est moi qui fais des propositions. Alors, donc, d'un point de vue politique, puisque là on a une analyse un peu spectrale, hein, sociologique, d'un point de vue politique, est-ce que l'écosocialisme autogestionnaire, c'est une doctrine politique? Est-ce que c'est un mouvement politique? Est-ce que c'est une partie, une rubrique programmatique de la plateforme de tel ou tel homme politique, ou d'un parti? Quelle est la place politique aujourd'hui de ce que tu nommes l'écosocialisme autogestionnaire? Il y a plusieurs facettes. Je pense que la principale, c'est un courant politique, on va dire, une idéologie comme toutes les idées politiques. Hein. Donc, pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis idéologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées qui ne seraient pas des idéologies. Ensuite, il y a quelques partis, mais il n'y en a pas beaucoup, qui se réclament de l'écosocialisme. Il y a en France, celui qui se réclame le plus de celui-là, c'est France Insoumise, donc le parti de gauche d'avant, qui sont le plus proches de ces idées, et puis qui revendiquent même le mot. Hein. Il y a même des livrets qui ont été construits dessus. C'est pour les partis.
Et après, Alors, tout un courant de excuse-moi recherche de t'interrompre, scientifique. c'est écosocialisme autogestionnaire, Ah oui, non, les non, deux. non, l'écosocialisme tout court. Après, Oui, l'autogestion, c'est autre chose. L'autogestion, c'est quand même moins la mode maintenant, même si ça revient un peu avec les mouvements des coopératives et l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est des pratiques, l'autogestion, pour certains. Et il y a toujours en parallèle, et donc du coup des partis aujourd'hui qui revendiqueraient l'autogestion, il y en a plein qui revendiquent les coopératives, l'économie sociale et solidaire. L'autogestion, c'est plus un mot qui est tellement utilisé. Ça a été utilisé jusque dans les années 70, quoi, voilà, mais par des partis. Hein. mais la combinaison de Ah oui. l'écosocialisme et de l'autogestion, c'est-à-dire l'écosocialisme autogestionnaire, est-ce qu'aujourd'hui il figure Non. dans... Voilà. Alors, donc ça c'est un premier point. Ce concept que tu décris, hein, on va rentrer ensuite dans le contenu, exactement quelles sont les mesures éventuelles qui vont avec l'instauration potentielle de l'écosocialisme autogestionnaire en tant qu'organisation sociétale, par exemple, d'un pays, n'existe aujourd'hui dans aucun parti. Alors, est-ce que c'est Thierry Buruvin qui le porte? C'est moi qui a collé les deux concepts, écosocialisme et autogestion. C'est pour moi qui ai inventé les deux, comme je disais tout à l'heure. Après, ça c'est pour les gros mots ou les grands mots, mais après, concrètement, dans les propositions, il y a plein de propositions qui sont déjà dans ce programme politique. C'est à la fois un programme politique et puis une grille d'analyse. Hein. Donc une dimension scientifique et une dimension politique, normative. Mais et donc, parmi les propositions concrètes qui sont dedans, la plupart, elles existent déjà dans beaucoup de partis politiques ou aussi chez différents auteurs. Moi, je fais finalement qu'une synthèse de tout ça, une reconstruction. Dit autrement, l'ensemble du programme, l'ensemble des mesures, ou des indications, des axes, puisque tu appelles ça des axes ou des piliers, qui sont décrites que tu exposes dans tes écrits sur l'écosocialisme autogestionnaire. Est-ce qu'elle pourrait, donc j'ai essayé de formuler ma question autrement, est-ce qu'elle pourrait constituer le programme d'un parti politique, ou est-ce que c'est simplement une analyse, enfin je dirais une espèce de jeu de sociologue, de dire voilà, il y a des idées un peu dans tel parti, un peu dans tel parti, et si on regroupe tout ça, ça donne une espèce d'idéologie comme ça flottante que je vais appeler l'écosocialisme autogestionnaire. Non, mais ça pourrait tout à fait être, d'ailleurs c'est un peu d'une certaine façon une forme de but, mais ça pourrait être les principes d'un programme en soi. Mais il ne suffit pas de bâtir un programme, il faut trouver des gens pour voter pour ce programme en quelque sorte. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ce concept de l'écosocialisme gestionnaire? Est-ce qu'il y a des gens qui le partagent? Est-ce qu'il y a déjà un collectif ou un groupe même informel qui se revendiquerait d'un programme politique axé sur les principes de l'écosocialisme autogestionnaire que tu décris d'ailleurs de façon assez précise dans ton livre? Les organisations les plus proches, on va dire pour moi les deux plus proches, c'est les différents groupes, les mouvements et les partis décroissants, pour le côté Lesquels? décroissants. Bon, par exemple, il y avait le PPLD avant, maintenant qui n'existe plus trop, mouvement antiproductiviste balbutiant, il y a essentiellement, ou même aussi le mouvement, l'ADOC, l'époque, enfin tous les pseudonymes de ce type-là. Tu peux nous décrire les acronymes EDOC? Non, même pas, mais ADOC ça doit être association, mais bon, ça change tous les 6 mois, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, on pourrait dire que c'est différents mouvements. Après il y a différents leaders qui sont derrière, entre Michel Lepezan, Jean-Luc Pasquinet, Paul Ariès. Bon, Paul Ariès il est plus autonome, etc. Et donc c'est les différentes personnes qui animent ces différents groupes. Aussi en Belgique aussi, le gros qui anime un peu tout ça. En tout cas, voilà, la mouvement de décroissance, ça c'est un peu ce qui est caractéristique. Et après, on pourrait dire l'autre grand courant politique qui est dedans aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, pour tout ce qui est écosocialisme et autogestion, donc là pas trop la décroissance cette fois-ci, c'est plutôt les idées de France Insoumise, voilà, de gauche. Bon, alors est-ce qu'on peut dire que l'écosocialisme autogestionnaire, tel que tu le décris, il peut s'inscrire grosso modo dans le programme de Jean-Luc Mélenchon?
On pourrait dire grosso modo oui. Oui, mais aussi grosso modo oui, c'est à peu près, c'est très proche. Simplement, c'est que le terme décroissance, comme il est très politiquement incorrect, n'est pas utilisé. Mais il suffit de dire antiproductiviste et voilà. Oui, mais plus précisément, par exemple, les 4 piliers dont on va parler là dans le détail, est-ce que ces 4 piliers, ils peuvent rentrer aujourd'hui dans le... Enfin, ils sont déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui n'y sont pas? Oui, non, mais il y a des choses... Enfin, dans les grandes idées, tout est présent. Après, dans le détail, il y a des choses qui n'y sont pas, et aussi dans le vocabulaire, dans certains concepts. Mais après, le programme de... Pour pas apparemment dire de Jean-Luc Mélenchon, disons de France Insoumise. La France Insoumise. Parce que on le dit comme on veut, oui. Ouais, c'est quand même une addition de beaucoup de personnes et d'idées. Il n'y a pas toujours une cohérence générale, mais il y a des petites incohérences parfois. Donc là, l'avantage de le faire un peu tout seul, le programme, c'est qu'il est plus cohérent. D'accord. Est-ce que, tel quel, ton texte ou tes textes sur les qui sont tous à peu près identiques, est-ce qu'ils pourraient être intégrés, est-ce qu'ils pourraient être acceptés par le comité directeur, je ne sais pas comment on l'appelle, par le conseil d'administration de la France Insoumise? Est-ce que par exemple tu as proposé, est-ce que tu as soumis ce texte en vue d'être adopté par... Non, je n'ai pas soumis ce texte intégralement, je pourrais peut-être m'amuser à le faire, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il s'amuserait à le prendre. Par contre, dans les différentes commissions de France Insoumise, j'ai proposé différentes parties du programme. D'accord. Et bon, ils n'ont pas pris les choses telles quelles, mais en tout cas, ça s'emboîtait bien avec les différentes idées. D'accord. Alors, bon, dernière question avant de rentrer dans le détail des 4 piliers disons, de ton idéologie, de cette idéologie. Est-ce qu'il y a, donc, dernier mot sur le programme de la France Insoumise, est-ce qu'il y a, à ton avis, dans tout ce que tu décris, des choses, par contre, ou ne serait-ce qu'une, qui pourrait ne pas rentrer, qui pourrait être refusée? Non, c'est pas au niveau du fond, c'est plutôt au niveau de la forme. Dans la forme, jamais on voit le mot, très rarement le mot décroissance dans la France Insoumise. Par contre, si on prend les idées de France Insoumise au pied de la lettre, qui est la règle verte, ça consiste à ne pas consommer plus que l'empreinte écologique et carbone ne le permet, et donc du coup ça suppose de décroître. Donc c'est là où, bon ça c'est pour des raisons politiques, France Insoumise est cohérente à moitié, donc si on applique la règle verte, on est décroissant, simplement c'est qu'on ne va jamais entendre le discours décroissant, mais voilà. Donc le seul point disons, de ton programme, je ne sais pas comment l'appeler, c'est le mot décroissance qui lui ça passerait pas. Plutôt en termes de vocabulaire, c'est plutôt ce mot-là. Voilà, le mot décroissance, tout le reste passerait, tout ce qu'on va dire ça passerait, mais le mot décroissance, lui, on ne serait pas accepté. Voilà. À la fois pour 2 raisons, parce qu'il y a certains qui sont OK pour décroître sans le dire, voilà, et puis d'autres qui ne sont pas trop favorables à la décroissance, même sans le mot. Donc ils veulent continuer à croître un peu, mais simplement c'est pas cohérent avec la règle verte. C'est pour ça que c'est les limites du programme de France Insoumise. Bon, et bien une question supplémentaire, là, avant d'entrer là. C'est... tu as dit tout à l'heure, éco-socialisme, ça rentre tout à fait dans le cadre du programme de la France Insoumise. Et puis là maintenant tu dis décroissance, par contre ça passerait pas. Alors, quelle différence y a-t-il entre une politique qui serait une politique économique par exemple, qui serait éco-socialiste, et une politique, dans les grands traits, et une politique qui serait décroissante? Disons qu'on pourrait plutôt dire il y a de l'éco-socialisme décroissant, ça c'est mon approche, et un éco-socialisme qui serait pas décroissant. Alors, les différences. Alors l'éco-socialisme décroissant, ça consiste à partager les richesses, etc., et à produire, mais sans dépasser l'empreinte écologique soutenable, alors que l'éco-socialisme non décroissant, il continue de produire. Mais il dépasse l'empreinte. L'empreinte, c'est pas tellement son problème. Le problème, c'est qu'il faut polluer le moins possible, prendre en compte, un peu comme on pourrait dire le programme des écologistes environnementalistes. On fait attention à l'environnement, mais on ne se limite pas à la question de l'empreinte écologique et carbone, qui est tellement drastique que ça fait décroître. On peut la dépasser. Ouais, on la dépasse de fait, puisqu'on ne la prend pas en compte. D'accord. Alors, l'éco-socialiste auto-gestionnaire, vu par Thierry Brugvin, c'est articulé autour de 4 piliers. Et ma première question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi un pilier? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est un dogme? C'est quoi un pilier? Un pilier, c'est une image. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Du coup, c'est 4 structures
de pensée. Voilà, c'est quatre grands principes idéologiques. On pourrait dire aussi 4 secteurs, parce qu'en fait il y a le secteur économique, le secteur culturel, le secteur démocratique. Le quatrième, du coup je ne l'ai même plus en tête. C'est La régulation. Comment? La régulation. Régulation, bon, ça c'est voilà, régulation c'est global, c'est la synthèse globale du système. Bon, tu dis ces piliers, ça pourrait être des principes. Tu acceptes le mot principe, on aurait donc un éco-socialisme gestionnaire fondé sur 4 principes. D'après toi, enfin, qu'est-ce que c'est pour toi un principe? Un principe, c'est disons un ensemble. Bon, c'est d'abord, ça peut être une valeur s'il y a un principe. Là, en l'occurrence, vu que c'est pas une seule valeur, mais que c'est plusieurs valeurs, par exemple, la révolution culturelle autour de la décroissance et donc du coup de l'antiproductivisme. Voilà, c'est une conjugaison de plusieurs principes, de plusieurs valeurs. Voilà, mais donc c'est un peu ça. C'est une théorie, une micro-théorie, on pourrait dire. Si je te disais par exemple qu'un principe, c'est une proposition claire et précise qui détermine un raisonnement et qui enclenche ensuite des modes d'action, est-ce que c'est une définition que tu accepterais en tant que... Ça me convient. Ça te convient, ok. Bon, alors voyons ces 4 piliers principes. Premier pilier, ce que tu nommes la révolution culturelle versus productivisme. Le premier principe, ce serait déclencher une révolution culturelle ou prendre acte d'une révolution culturelle qui mettrait à bas l'idéologie du productivisme. Alors, est-ce que tu peux... Bon, d'abord, est-ce que j'ai bien compris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, le productivisme, comment est-ce que tu peux le définir? C'est important, sur des mots comme ça, très généraux, il y a des gens qui s'affrontent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions. Alors, comment tu définis le productivisme? Alors, je ne suis pas spécialiste de la définition du productivisme pour commencer. Simplement, c'est que pour donner des grandes lignes, mais il y a plusieurs façons de le concevoir. Et une façon de le concevoir, c'est produire pour produire. Ça veut dire en fait qu'on produit sans savoir vraiment quel est le but en dehors de la quantité. Donc c'est l'accumulation. Donc pour certains, c'est une approche très proche de la définition du capitalisme qui est, pour eux en tout cas, on accumule, on accumule. Une autre façon de le définir, c'est de dire c'est la croissance comme objectif prioritaire. Donc on croit, on croit, on croit. Donc du coup ça crée la production, la production, la production. Alors pourquoi croître? C'est pour beaucoup de socialisme ou de sociaux-démocrates, c'est pour éviter le problème de chômage pour les plus pauvres et puis pour augmenter leur richesse pour les plus riches, alors le taux de profit des plus riches. Voilà, donc c'est les 2 axes principaux, c'est les 3, disons, ce serait croissance, accumulation, mais aussi volonté, je dirais, un peu délirante, ou pour parler du BRIS, où il n'y a plus de limites. Hein, c'est concevoir un monde sans limite. C'est ce que tu as dit au début, produire pour produire. Oui. Ouais. Alors, quand tu dis produire pour produire, tu dis on produit, qui c'est on? C'est-à-dire, on est dans une société productiviste, que tu dis, productiviste, parce qu'on produit pour produire. Qui c'est on? Alors c'est à la fois les dirigeants, mais finalement aussi la population. Les dirigeants, parce que c'est eux qui donnent les grandes orientations, mais la population aussi, parce que la population, dans une société de consommation, ça devient même un but. Un but de la société, c'est consommer toujours plus. Et c'est pas le consommateur qui produit. Non, mais consommateur, en achetant, plus on consomme, plus les entreprises peuvent faire de profit, et plus du coup elles sont en même de produire. Il faut produire pour répondre à la demande. Donc si les consommateurs ne consommaient pas, ou consommaient beaucoup moins, il n'y aurait plus de marché, plus de débouchés. Donc il y a aussi, pour prendre un exemple très concret, très souvent il y en a qui sont qui sont pour l'écologie et autres, ou pour la décroissance, mais ils ont les moyens de consommer, donc ils consomment. Et de fait, ça grève l'empreinte écologique, leur empreinte et puis celle de la planète du coup, des humains. Voilà. Donc c'est quand même aussi les consommateurs qui contribuent au productivisme. Alors, on est dans une société productiviste, c'est pas bien. Est-ce que c'est les consommateurs, c'est-à-dire celui qui achète, qui ne produit pas, qui génère cette mentalité productiviste, ou tout simplement ce paradigme productiviste, ou bien est-ce que c'est les producteurs qui ont un hubris en eux et qui produisent, et qui obligent, par des techniques dont
tu vas peut-être me parler, le consommateur a acheté. Qui est-ce qui est productiviste? Est-ce que c'est celui qui produit ou celui qui achète? Ce que je disais, c'est que c'était les deux. Donc, mais celui qui est un peu plus responsable, c'est celui qui produit, avec toutes les campagnes de marketing du capitalisme, qui vise justement à créer une société, pour dire la société du culte du veau d'or, c'est-à-dire où en fait l'objectif c'est l'accumulation des biens matériels, la consommation ostentatoire, montrer aux autres qu'on est les plus, qu'on est ceux qui consomment qui possédons le plus. Et j'ai acheté la dernière voiture ou j'ai acheté le dernier vêtement qui permet de me distinguer des autres. Donc là, on arrive aux notions de révolution culturelle. Cette révolution culturelle, bon, c'est un mot qui veut dire, je suppose, que les gens, les individus vont changer ce qu'ils ont dans la tête. C'est une révolution culturelle qui doit se faire alors, donc, chez le consommateur ou chez le producteur? À nouveau, des deux côtés. C'est le plus important que ce soit le producteur, parce que c'est quand même eux qui font le marketing, qui disent en gros dans les pubs, consommez Coca, vous aurez réussi dans la vie, ou achetez surtout, Coca c'est pas très difficile de réussir dans la vie en consommant Coca, mais ou achetez une Rolex, vous aurez réussi dans la vie. Ça c'est les dictats, disons, de l'idéologie consumériste, capitaliste, mais ensuite les consommateurs, en fonction de leur propre idéologie, plus ils vont consommer et plus de leur valeur. S'ils se mettent à rentrer dans ce jeu-là, ils ont leur part de responsabilité. Oui, bon, c'est un peu la chèvre et le chou là. C'est les deux en fait. Ouais. Mais alors, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que les producteurs fassent une révolution culturelle pour ne plus produire pour produire? Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Comment est-ce que ça peut se faire? En fait, l'objectif, c'est déjà d'orienter la production, non pas sur des objectifs de profit ou autre, mais déjà de satisfaire les besoins essentiels. Donc de produire dans cette direction. Pas par exemple de produire des appareils fondés sur l'obsolescence. Donc c'est les obliger. Oui, ils le font spontanément ou on peut les obliger. Ça peut être par la démocratie ou par... Alors comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Parce que révolution culturelle, on ne pense pas forcément à autoritarisme culturel. On pense à ce que les gens vont se mettre à raisonner différemment. Les consommateurs, bon, on imagine bien, puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre de groupes, de groupuscules qui sont devenus un peu plus que des groupuscules maintenant, qui disent je ne veux pas consommer, je veux moins consommer, je consomme différemment. Mais au niveau des producteurs, y a-t-il aujourd'hui des producteurs qui sont en train ou en voie de faire leur révolution culturelle et se mettent à dire je veux produire moins ou je ne veux arrêter de produire. Voilà. Est-ce que c'est une tendance qui est, ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une voie autoritaire, coercitive, législative et obliger ces gens-là qui produisent et qui sont une minorité sur 62 millions de Français aujourd'hui, bon, il y a probablement 2 à 3 millions de gens qui produisent et le reste qui consomment. Donc, comment est-ce que concrètement, comment est-ce que, disons de façon politique, tu imagines, tu envisages que les producteurs puissent arrêter de produire? Le problème, c'est pas d'arrêter de produire, c'est de produire des choses qui répondent à la satisfaction de besoins essentiels, comme par exemple des besoins alimentaires, notamment. Bon, par exemple, il y a de plus en plus de maraîchers qui s'orientent dans cette direction. Ensuite, il y a quelques grandes industries qui essaient de limiter, par exemple, bon, c'est pas des exemples, c'est peut-être le seul dimension où ils sont vraiment vertueux, c'est par exemple SEB qui décide de cesser l'obsolescence programmée et puis de réparer ces produits à plus long terme. Ceci dit, ça reste une entreprise capitaliste classique, hein, orientée vers le profit. Donc ça c'est bon. Donc il y en a quelques-uns qui spontanément commencent déjà à le faire, mais ensuite le principe général, c'est de dire, pour les volumes, parce qu'en fait le problème, bon, il y a deux choses, il y a la question de la qualité, qu'est-ce qu'on produit, et la deuxième c'est la question des volumes. Pour la qualité, on peut donner ou ils le font spontanément, ou on peut aussi donner des directives, en taxant par exemple tout ce qui ne va pas dans la bonne direction, en particulier, je dirais, tout ce qui relève de l'obsolescence programmée, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Tout ce qui n'est pas fondamental pour satisfaire les besoins essentiels, par exemple le dernier gadget électronique, c'est pas forcément fondamental pour pouvoir vivre correctement. Donc là on peut le taxer plus, ça c'est disons quand on veut orienter les producteurs dans cette direction, là en termes de qualité, et en termes de volume, c'est la même chose. On peut considérer que, mais c'est plus facile de le faire finalement de le planifier, c'est-à-dire qu'en gros, quand on considère que
que la production dépasse un certain seuil, quand la production est trop importante, on pourrait mettre des taxes, ça c'est une première possibilité, augmenter les impôts de certains acteurs. Mais Juste un dernier mot sur la révolution culturelle. En t'écoutant, j'ai le sentiment, enfin, tu vas dire si je me trompe, que tu ne crois pas beaucoup, personnellement, à une révolution mentale des producteurs qui, d'eux-mêmes, changeraient leur mode de production. Tu penses plutôt à des actions coercitives ou plus ou moins incitatives dont on va parler, mais c'est plutôt comme ça que tu le vois, plutôt que par disons une mutation spirituelle de la part des producteurs. non, il y a toujours quelques pionniers qui initient les choses, que ce soit les citoyens ou les producteurs, mais ça reste minoritaire encore aujourd'hui, et chez les citoyens, les consommateurs et les producteurs. Donc à un moment donné, quand il y a une masse suffisante, et qu'on arrive en gros, à travers l'élection, par la démocratie en tout cas, par la démocratie, enfin l'élection ou la démocratie directe, hein, d'ailleurs peu importe, mais à avoir une majorité à ce moment-là, il faut avoir réguler la production à travers des systèmes d'incitation, que ce soit subventions, taxes ou autres. Mais par exemple, est-ce que tu connais aujourd'hui, si tu as en tête, des chefs d'entreprise qui auraient changé leur mentalité de production, tant en termes de volume qu'en termes de qualité? Oui, il y a des entreprises qui décident par exemple de recycler, de recycler pratiquement tout ce qu'elles produisent. Donc de ce point de vue-là, elles diminuent leur empreinte écologique. Après, c'est pas juste en recyclant que ça suffit pas uniquement, suffit pas uniquement de recycler pour diminuer l'empreinte. Voilà. Pour moi, il y a trois façons de produire, trois formes de propriété dominantes qui correspondent plus ou moins, alors si on schématise, hein, parce que ça se coupe pas comme ça, mais à trois, disons, idéal type. Donc il y a la propriété privée des moyens individuels des moyens de production qui se rapproche du capitalisme, la propriété publique des moyens de production qui est plutôt proche du communisme, et puis la propriété collective privée, sous forme de coopérative par exemple, donc les entreprises publiques pour le public. Hein. Donc, les propriétés collectives privées des moyens de production, comme les coopératives, qui se rapprochent plus du socialisme. Ceci dit, dans le socialisme, alors là il y a plein de formes de socialisme différents qui combinent en proportions variées, je dirais, l'entreprise privée capitaliste, l'entreprise publique, etc. Donc dans mon modèle, il y aurait une disparition, en dehors des travailleurs indépendants, de la propriété privée individuelle des moyens de production. Et la raison est simple, que donc il n'y aurait plus que des coopératives et des entreprises publiques. Alors, on va bien préciser ça, parce que c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette définition des trois grands modes de faire valoir en fait, d'une entreprise. L'entreprise nationalisée, l'entreprise collective, mais collective privée, et puis l'entreprise privée. Alors, tu me dis disparition de la propriété privée des moyens de production, sauf pour le travail indépendant. Alors, est-ce que tu peux... Privé individuel. Ça paraît être un oxymore de dire il n'y a plus de propriété privée des moyens de production, sauf pour les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, si on est dans une société, par exemple, de micro-entreprise ou d'une constellation, d'une atomisation de travailleurs indépendants, on va avoir, parce que je veux dire qu'avant 1850, c'est-à-dire grosso modo depuis 150 ans, c'est-à-dire une seconde sur l'échelle du temps par rapport à la révolution néolithique, si la révolution néolithique a lieu à une semaine, donc très peu de temps, on n'avait que des travailleurs indépendants. Et que la notion d'entreprise, qui va avec d'ailleurs la création artificielle de formes juridiques qui permet de conduire une entreprise en SARL, en SA, SAS, etc. La conduite de l'économie se faisait par la propriété privée des moyens de production du travailleur indépendant. Donc, ce que j'aimerais que tu précises, ce n'est pas pour l'instant une critique, ce que j'aimerais que tu précises, c'est quelle différence il y a entre un travailleur indépendant qui est propriétaire de son outil de production et dont apparemment, si j'ai bien compris, tu lui laisses le droit de continuer à être propriétaire de son outil de production, et puis une
une entreprise où il y a plusieurs personnes, où là, il ne peut pas y avoir une propriété individuelle, c'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas. Voilà. Comment est-ce que tu fais la différence? En fait, pourquoi supprimer la propriété privée individuelle des moyens de production? C'est pour éviter l'inégalité économique. Puisque quand il y a de l'inégalité économique, du coup, il y a des gens qui deviennent extrêmement puissants, des grands propriétaires ou des grands dirigeants, qui dominent les autres travailleurs, mais après qui font même pression sur les orientations politiques des pays. Donc ça, c'est ce qu'expliquait Marx, c'était l'infrastructure qui domine les superstructures. Donc ça, c'est la raison principale. Alors après, concrètement, donc d'où l'idée de supprimer la propriété privée individuelle des moyens de production. Sauf pour les travailleurs indépendants. Sauf pour les travailleurs indépendants. Alors pourquoi on peut les laisser eux? Eh bien en fait c'est l'idée que c'est très difficile, en étant tout seul, d'accumuler, ça peut arriver, mais enfin c'est extrêmement rare, peut-être qu'avec l'informatique on peut peut-être y arriver un jour, mais en étant tout seul, d'accumuler un pouvoir si fort, d'abord qu'on devient extrêmement puissant vis-à-vis des autres, et qu'on se met à dominer les autres, voire même à dominer les orientations démocratiques d'un pays. Donc en général, les travailleurs indépendants, en tout cas aujourd'hui, ils s'exploitent eux-mêmes ou ils se font facilement exploiter. C'est des questions de dépendance, en fait. Les oppositions, c'est les dominants contre les dépendants, et pour éviter ça, c'est l'égalité. Non mais... L'égalité des moyens de production et de la propriété. Mais ma question, c'était pas celle-là. Mais la question, c'est comment tu fais la différence? Où se situe la limite entre un travailleur indépendant et une entreprise? Ouais. Ben, en fait, c'est très simple. Disons qu'il y a trois systèmes. Le système traditionnel d'autrefois, il y avait les chasseurs-cueilleurs il y a très longtemps, mais déjà ils étaient en groupe. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a eu le département du néolithique, il commençait à y avoir des exploitations qui étaient au début en tout cas plutôt familiales, et donc la propriété était collective, même si ce n'était pas toujours très démocratique, c'était souvent justement le patriarche qui dominait, et la propriété était quand même collective, quoique des fois elle était surtout c'était la propriété du chef. Donc ça c'était il y a longtemps. En tout cas aujourd'hui dans les fermes agricoles, familiales, la question c'est bien qu'il peut y avoir une confusion dans les fermes familiales, en tout cas soit la propriété à tout le monde, et ça ressemble à une coopérative, après la question c'est de la démocratie, hein, mais voilà. Donc là si c'est une ferme familiale par exemple, comme ça existe encore aujourd'hui, c'est une propriété collective, après il faudra regarder juridiquement dans le détail comment ça se passe, mais disons, c'est un peu l'esprit. Voilà. Si la personne est un travailleur indépendant tout court, et qui n'a pas de salarié, il devient de fait, il est de fait travailleur indépendant. Alors après, le problème que ça pose, c'est là où il faut étendre ces problèmes-là, c'est qu'il n'y a pas juste la propriété, il y a une relation de dépendance. Et si on prend l'exemple de Uber, bon pour l'instant c'est plusieurs acteurs, mais disons on pourrait imaginer même qu'il y ait une personne à Uber qui va fonctionner. Aujourd'hui, grâce à la technologie, Uber réussit, en travaillant avec plein de travailleurs indépendants, à les dominer parce qu'ils sont dépendants du moyen de production, qui est la plateforme Uber. Alors, oui, ça complique le problème, disons. Non, mais si on quitte l'énumération d'exemples et qu'on essaie de s'élever au niveau des principes. Un travailleur indépendant qui a le droit de continuer à subsister dans l'éco-société autogestionnaire, c'est quelqu'un qui travaille tout seul avec son outil de production. Bon. Si cette personne embauche un salarié, alors, tu vas me dire si je comprends bien ou si je comprends mal. À partir du moment où l'embauche un salarié, ça devient entreprise. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Bon, alors, un travailleur indépendant qui embauche, donc excuse-moi, je me répète, mais des fois ça va mieux en répétant, comme ça on est bien sûr de ce qu'on dit. Dès qu'il embauche un salarié, il passe au statut d'entreprise. Bon, selon ta définition, parce qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant, c'est une entreprise aussi, même s'il n'a pas de salarié. Hein, mais bon, je me mets dans le modèle éco-société autogestionnaire. Un travailleur indépendant qui embauche un salarié, même un CDD de 6 mois, il passe au statut entreprise et donc il est collectivisé. Il doit de fait devenir une coopérative, donc voilà, ça veut dire il est collectif. Il faut que les décisions soient égales. Alors, bien. Propriété, donc les décisions égales. Oui, mais non, mais pour qu'on comprenne bien, précisément comment ça se passe. Le travailleur indépendant qui n'embauche pas de salariés, mais qui va travailler avec différents partenaires, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire au niveau de ces différentes sources d'approvisionnement, donc le marché fournisseur, qu'en aval avec ses consommateurs, peut, disons, souscrire
de façon illimitée des prestations de services, tant qu'il n'embauche pas un salarié, il peut continuer à fonctionner. Oui. Bon. Alors, ça veut dire que si on a un réseau très dense d'entreprises avec un seul propriétaire, mais ces entreprises, disons, collaborant entre elles par des prestations de services, on reste, c'est une question que je pose avec mon intervention, on reste dans un système que tu nommes la propriété privée des moyens de production autorisés, dans la mesure où il n'y a qu'un seul propriétaire et dans la mesure où il n'y a pas de contrat de travail. C'est pour ça que un des autres piliers qui est à mettre en œuvre, c'est pas seulement la question de la propriété, mais la question aussi de la régulation la régulation du marché. Donc il faut réguler le marché, donc là peut être le marché des travailleurs indépendants, le marché des entreprises publiques, le marché des coopératives. Voilà. Non, mais je pense que c'est... Oui, là, lié, on va y venir, mais je pense qu'il est ça me paraît très important de bien comprendre que dans la société que tu prônes, on a toute liberté d'être travailleur indépendant et de négocier des prestations de services avec d'autres travailleurs indépendants, sans pour autant entrer dans le cadre d'une législation coercitive qui vient nous obliger à changer de structure juridique. Ah bah si, dans le système écosocialiste, l'idée c'est que il faut au maximum faire les deux grands principes qui sont derrière, c'est permettre à la fois l'égalité entre les travailleurs et la liberté des travailleurs. Donc la liberté, ça veut dire qu'il y a un marché, l'égalité, ça veut dire qu'on va planifier et réguler le système. Et pour ça, il y a deux principes. Une propriété égale qui permet, disons, ça ne suffit pas, mais c'est une condition minimum pour des décisions égales. Et l'autre principe, c'est quand il y a, mettons, beaucoup de coopératives en compétition sur le marché, beaucoup de travailleurs indépendants ou même d'entreprises publiques, il y a aussi un marché des entreprises publiques. Il faut, pour éviter les inégalités trop fortes, il faut à nouveau les réguler pour égaliser les puissances. Par la propriété et la régulation, c'est toujours les deux principes. Ok. Donc on a des travailleurs indépendants qui ont le droit de continuer à travailler comme ça. Des entreprises nationalisées, est-ce que, parce que je reprends les trois rubriques là, les entreprises nationalisées, il y en a ou pas? Oui, en fait le principe c'est... Bon là c'est clair. Il faut se développer le plus possible en coopérative, mais quand elles deviennent trop grosses, les entreprises, elles deviennent très puissantes, et donc elles ont un poids pour l'exemple, je sais pas, imaginons une coopérative qui produit de l'énergie qui devient très grosse, elle devient aussi puissante qu'EDF, elle a une influence très importante. Donc il faut qu'elle soit nationalisée pour qu'au moins elle réponde aux intérêts généraux. Donc là il y aurait une action coercitive, législative, qui, à partir d'un certain seuil, par exemple un seuil de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée, ou de marge brute, seuil déterminé, les coopératives seraient nationalisées. C'est ça. Bon. Passons maintenant aux coopératives. Aujourd'hui, on a des PME qui ont 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 salariés et qui sont propriété privée, soit d'une personne, soit d'un groupe d'actionnaires. C'est pas des coopératives. Non, je dis aujourd'hui. Les entreprises. C'est ce que je dis. Oui, okay. Aujourd'hui. Voilà. Ces entreprises, dans ton système éco-socialiste autogestionnaire, seraient collectivisées, je dirais, de façon autoritaire. Il y a donc, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Il y aurait donc une loi, un ensemble de mesures législatives qui transformerait, aujourd'hui, prenons des exemples clairs, une PME de 30 personnes en une coopérative. Alors là, j'ai deux questions. Qui et comment se prendrait la mesure législative? Parce que tu dis souvent on oblige, on fait produire, alors donc qui prend la mesure législative? Et comment s'articule cette mesure? C'est-à-dire comment ça se passe concrètement? Parce qu'aujourd'hui, dans une PME, on a un mode de fonctionnement que tout le monde connaît. Comment est-ce qu'on passe concrètement de ce mode de fonctionnement à l'autre? Donc, première question, qui prend la décision? Donc là, évidemment, il faut que la décision soit prise démocratiquement. Donc il faut qu'il y ait, l'idéal en tout cas dans les décisions démocratiques, c'est quand il y a des référendums qui sont prises. Donc il y a un référendum qui permet de décider ce principe-là. Ensuite, il y a plein de façons de les mettre en œuvre.
c'est pas pour t'interrompre, c'est pour que tu précises Mm. le référendum. Ce référendum, qui en aurait l'initiative? Oui, ben alors moi je veux bien qu'on en parle, c'est peut-être plutôt le dernier pilier, parce que là sinon on va dériver vers d'autres sujets. C'est D'accord. la question de la démocratie. On Ok. reviendra tout à l'heure Hmm. sur comment on met en œuvre la démocratie dans un écosocialisme autogestionnaire. D'accord. Donc là on disait, une fois que c'est décidé par exemple par un référendum, qui est à mon avis une des meilleures solutions, même si ça a ses limites, une fois que c'est Lesquelles? décidé... Comment? Quelles sont les limites du référendum? Non mais à nouveau on revient sur le même sujet. D'accord, Donc, d'accord. on va expliquer. Bon, je note tout ça Voilà. sur la démocratie. Et une fois que c'est décidé, il y a plusieurs façons de mettre ça en œuvre. Soit c'est du jour au lendemain, en gros le propriétaire est exproprié. Bon, ça c'est déjà fait dans certains pays, c'est pas forcément très juste, mais après on peut considérer que... Le ou les propriétaires. Ouais, ils sont déjà D'accord. bien enrichis par le passé, donc ça va, ils ont déjà assez exploité les autres, on peut considérer ça comme ça. Ou on peut considérer qu'il n'y avait pas forcément exploitation, et puis qu'il y avait un mérite quelconque. Et à ce moment-là, on indemnise complètement ou partiellement le propriétaire. Du coup, il devient un propriétaire à part égale, mais il a en échange une grosse somme d'argent avec laquelle il va pouvoir acheter une maison ou autre, ou des biens, Alors, des voitures. est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus? Ouais. Restons sur les mesures techniques. Et, je te propose, laissons de côté les raisonnements émotionnels. Bon, on est d'accord hein, là-dessus. Mais techniquement, si j'ai bien compris, et tu me dis si j'ai mal compris, il va y avoir deux catégories de propriétaires, les gentils et les méchants. On va faire simple. Hein. Bon. J'ai pas dit ça. Non, mais alors donc je suis moins caricatural. Ceux qu'on expropriera et ceux qu'on indemnisera. Mais c'est les mêmes. Hein. Ça peut être les mêmes. Ce sera la même personne, ça peut être ou une procédure ou l'autre. Oui, ou un peu de deux d'ailleurs. C'est bien ce que je dis. Ça peut Alors, être mixte. bon, il y en a qui seront expropriés et d'autres indemnisés. Donc encore une fois, qui va décider que Monsieur A ou le conseil d'administration A va être exproprié et que par contre Monsieur B ou le conseil d'administration B, lui, va être indemnisé. Donc qui va décider et selon quels critères? Non mais après je disais, c'est même pas forcément dans le même système. On peut combiner deux systèmes, on peut considérer, après c'est tout un problème de... Mais en qui l'occurrence. Non mais en l'occurrence c'est pareil, c'est une fois que le référendum est fait, il peut y avoir plusieurs choix. On exproprie tout le monde, on indemnise tout le monde, on fait un mixte, jusqu'à tant de millions par entreprise, il y a plein de possibilités. Disons, ce qu'il faut surtout, c'est la même chose pour la dette. Hein. Il y en a qui considèrent que la dette, il faut l'annuler, d'autres qu'il faut la rembourser. Bon voilà, c'est des visions de est-ce qu'il y a eu exploitation par le passé, est-ce que c'était juste ou pas juste, c'est ça les enjeux. Alors, supposons que le référendum ait donné comme résultat, nous allons exproprier ceux qui se sont trop enrichis, et nous allons par contre indemniser ceux qui ont été des managers vertueux. Bon, supposons que le résultat du référendum démocratique donne ça. Bon, comment est-ce que concrètement on met la mesure en œuvre? C'est-à-dire, qui va, est-ce que ça va être dévolu à la justice? Est-ce qu'il va y avoir des juges qui vont étudier bon, est-ce qu'il va y avoir des critères précis pour savoir quels sont les... Voilà. Ou bien, est-ce que... comment ça va être fait? Non mais une mesure par exemple qui pourrait être plus simple, c'est de dire par exemple, jusqu'à un certain pourcentage les entreprises qui sont, je sais pas moi, qui ont un patrimoine, je dis ça comme ça un peu au hasard, par exemple en dessous de 1 million d'euros, ben, on indemnise les propriétaires et tout ce qui est au-dessus est exproprié. Oui, enfin voilà, donc ça s'arrête comme ça. C'est une façon simple. Et du coup, c'est dans tous les cas, et du coup, c'est les impôts qui redistribuent, ou bien l'entreprise elle-même qui redistribue à chaque propriétaire. D'accord. Bon, ok. Ça pourrait être ça, par exemple, mais il y a plein de combinaisons possibles. Surtout ça c'est pour les détails techniques. Après, il faut surtout réfléchir, à mon avis. Enfin, j'appelle pas ça des détails. Non, mais quand même, il y a deux grandes différences. On indemnise. Alors déjà, on indemnise ou on n'indemnise pas. On exproprie sans indemniser. C'est quand même ça les deux grands principes. Après, on peut faire plein de combinaisons possibles en choisissant le niveau d'entreprise, la durée, etc. Le sens de ma question, là, je vais donner un avis un petit peu plus personnel. Ça me paraît extrêmement aléatoire, justement, de catégoriser, de juger des personnes qu'on va indemniser
et d'autres qu'on va exproprier. Là, je donne mon avis personnel. Il me paraîtrait plus simple et plus aussi plus facile à mettre en œuvre de décider tout simplement on exproprie ou on indemnise. Parce que c'est ce que j'avais dit au début. On n'aurait pas. Oui. C'est ce que j'avais dit au début. Tu as pu combiner, pourquoi pas, mais c'était plutôt l'un ou l'autre. Oui, mais bon, moi je voudrais savoir de quel côté tu penches. Est-ce que tu pencherais pour une disposition qui dirait bon, à partir du moment où on a une entreprise avec un salarié, on passe en collectif et on exproprie le lourd. Voilà. Ça c'est clair, net, sans bavure. Hein, c'est adopté d'un point de vue démocratique. Donc il n'y a pas de souci, c'est la majorité des gens qui sont d'accord. Alors qu'un système où il y aurait en fait un procès à chaque entreprise pour savoir si on va indemniser ou bon, ça me paraît. Mais c'est pas ça que j'ai pas jamais dit ça. C'est toi qui a proposé ça. Moi, je parlais comme j'expliquais au début, je disais où on exproprie, où on indemnise, et après, effectivement, on peut combiner les choses, mais ça complique les choses. Ah bah oui, si on combine, il faut faire un procès pour chaque entreprise. Non, mais il suffit de décider, justement, ça peut être beaucoup plus simple, ça peut être un truc arithmétique, les trucs arithmétiques sont égaux, donc un peu injustes, mais en tout cas, c'est plus simple, c'est de dire, toutes les entreprises où il y a plus d'un patrimoine d'1 million d'euros, eh ben, tout ce qui est au-dessus est exproprié et tout le reste indemnisé. D'accord, oui, alors là, effectivement, si on a disons, un marqueur comptable, voilà. Hein, bon, par exemple, c'est plus simple. D'accord. On ne va pas effectivement faire un procès pour chaque entreprise, ça devient très compliqué. Enfin, de faire une analyse comptable. Oui, parce que tu as quand même dit tout à l'heure, lorsque les gens se sont beaucoup enrichis, tu l'as dit ça, lorsque les gens se sont beaucoup enrichis, bah les actionnaires sont beaucoup enrichis, bon, ceux-là, on les indemniserait pas. Par contre, ceux qui ont largement redistribué... Quand je parlais de ça, c'était par rapport aux critères, de savoir à combien, est-ce que c'est 1 million, 10 millions, 1 milliard, à quel niveau on décide d'expropriation. C'était par rapport à ça. Oui, ok. C'est un principe général. Oui, d'accord. Bon, donc ça, c'est la différence. Maintenant, à l'intérieur de l'entreprise, ça suppose d'abord que le référendum a été adopté, que la majorité des gens ont dit nous sommes d'accord. Non mais là c'est pas dans l'entreprise, ça se passe au niveau national. Oui, c'est bien ce que je dis. Ça suppose, pour mettre en place une telle mesure, qui est une mesure colossale, c'est-à-dire qu'on va collectiviser toutes les entreprises de plus de 0 salarié. Dès que tu as un salarié, tu vas être collectivisé, c'est-à-dire tu vas passer en coopérative. On est d'accord, on sait comment ça fonctionne une coopérative. Et donc l'ensemble des moyens de production va être réparti à parts égales entre tous les salariés. Bien. Donc c'est une mesure très forte, une mesure totalement révolutionnaire. Ça suppose bien entendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y ait eu un référendum et que la majorité des citoyens a été d'accord de faire ça. Bon. La question que je pose là est une question un peu culturelle. Est-ce que tu penses, donc là je m'adresse à Thierry Brugvin, est-ce que tu penses que, c'est pas du tout ironique ce que je dis, hein, c'est vraiment une question que je pose comme ça, à plat, est-ce que tu penses que la majorité, aujourd'hui, connaissant la façon dont les gens réagissent dans les entreprises, enfin ce qu'ils attendent des dirigeants, etc., est-ce que tu penses aujourd'hui que les 22 millions, je pense, ou 25 millions de salariés en France, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, parce qu'ils vont devenir propriétaires, les 22 millions de salariés en France sont majoritairement, voire grandement majoritairement d'accord pour passer en coopérative? Je pense que non, parce qu'en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens considèrent que... Je pose même pas la question, ça leur semble normal qu'il y ait des salariés, ça leur semble normal qu'il y ait des patrons, ça s'appelle la pensée unique. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un système qu'on peut qualifier de capitalisme libéral, ils pensent que c'est un système juste normal, c'est juste l'évidence de la vie. Donc si tout d'un coup on leur dit tiens on peut changer les choses, ils vont même pas comprendre, ça va les désarçonner. Par contre, il faut un certain temps pour éduquer les gens, et puis ceux qui sont déjà en coopérative par exemple, qui voient comment ça fonctionne, la plupart ils ne seraient pas du tout favorables à revenir au système à une entreprise capitaliste classique. En disant ça, tu te fondes sur quoi? Sur des études. Alors tu dis quelque chose de très intéressant. Tu dis aujourd'hui les gens qui sont en coopérative, ils ne sont pas très nombreux, hein, les coopératives il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui les gens qui sont en coopérative, c'est-à-dire tous les salariés qui sont copropriétaires de leur entreprise, ne voudraient pas revenir au système avant. Bon, est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont été faites? Par contre, tu dis qu'il n'y en a pas énormément. Juridiquement, des scopes, il n'y en a pas beaucoup en France, mais si on regarde l'ensemble des personnes qui travaillent de façon sur les trucs, on considère qu'il y a, alors je crois, il faudrait vérifier les chiffres, mais si on considère la coopérative au sens large,
les mutuelles, les coopératives de production et puis les fermes autogérées familiales, ça représente, donc ils sont plus ou moins dans le principe des coopératives, alors après plus ou moins, ça dépend comment on définit le principe, mais bon. Hein, et on arrive à plus ou moins 1 milliard de travailleurs dans le monde, et donc ça devient quand même une force importante. Alors, aujourd'hui, tu as quand même le sentiment que si on fait un référendum maintenant, en disant tous les salariés, les 25 millions de salariés, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre entreprise soit, qu'il y ait une loi qui s'impose, hein? Bon, tu as le sentiment que ça passerait pas, les gens ne seraient pas d'accord. Peut-être aujourd'hui, il faudrait vérifier, hein, peut-être que si, mais en tout cas... Toi, ton sentiment, c'est quoi? Non, mon sentiment, c'est que la preuve, s'ils étaient vraiment d'accord, ils voteraient tous pour des partis qui s'en rapprochent, comme le France Insoumise. Aujourd'hui, c'est 15%. Donc, alors, voilà. si on part du principe qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, enfin, les salariés ne sont pas prêts à passer, les salariés eux-mêmes ne sont pas prêts à passer en coopérative, si on part de ce principe, comment est-ce que tu envisages par l'intermédiaire des dons de ton parti, éco-socialiste ou ton gestionnaire, enfin, bon, c'est pas le cas, mais admettons que, comment tu envisages de faire changer cette mentalité? Est-ce que tu envisages des actions de type révolution culturelle, des actions sur la mentalité des gens, ou est-ce que tu envisages des actions législatives? Parce que il n'y a pas que la voie du référendum démocratique pour mettre en œuvre des mesures. La preuve, c'est que jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. C'est généralement, si on regarde l'histoire, depuis le néolithique, c'est toujours une oligocratie, une minorité qui impose des changements radicaux. Hein. Les bolcheviks, ils étaient non seulement peu nombreux, mais ils étaient ultra minoritaires. Et ils ont changé complètement un système qui a perduré pendant 70 ans sur l'ensemble de l'Europe, la majorité de l'Europe. Donc, est-ce que tu envisagerais que dans le cas oligocratique c'est pas un gros mot, ça désigne tout simplement l'exercice du pouvoir législatif par une minorité de personnes. C'est pas la démocratie représentative. Démocratie représentative, c'est un mot qui est plus... C'est plus sympathique, mais ça peut sympathique, mais moi j'ai dit oligocratie parce que ça me semble plus étymologiquement adapté. Ouais. Plus étymologiquement adapté. Donc, tout simplement par la constitution actuelle, un parti, pourquoi pas comme le parti de la France Insoumise, qui arriverait, pourquoi pas, majoritaire à l'Assemblée nationale, avec un président élu, même avec 18% des voix, mais élu quand même, et qui prendrait une mesure, dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 1 salarié, ça passe en coopérative. Bon, c'est techniquement possible. Bon, est-ce que tu serais plutôt favorable à une action de ce type-là, qui est une action classique, connue, hein, c'est-à-dire une mesure décidée par une minorité de personnes, dans le cas de système oligocratique légal et accepté en tout cas par tout le monde, ou bien est-ce que tu voudrais attendre qu'il y ait une révolution culturelle dans l'esprit des salariés et un référendum démocratique, parce que pour moi, référendum, ça ne suffit pas, il faut définir s'il est vraiment démocratique, pour mettre en place un tel changement de la conduite de l'entreprise.